Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite? Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Bienvenue pour un épisode un peu spécial, depuis la prairie du Canal à Bobigny. Un espace dédié à l'agriculture urbaine et à la durabilité, où j'ai le plaisir de pouvoir échanger ce jour avec Hélène Leuillet, psychanalyste, philosophe, maître de conférences à la Sorbonne et auteur du livre Éloge du retard, paru aux éditions Albin Michel en janvier 2020. Je parle d'épisode un peu spécial car si nous sommes là avec Hélène, c'est parce que nous avons répondu chacune à l'appel du collectif We Share. Un collectif qui questionne et qui invite tout à chacun à prendre du recul sur notre époque, afin d'imaginer et de co-créer des futurs plus souhaitables et plus désirables. Et pour son 6e festival, We Share nous invite à repenser notre rapport au temps, à sortir de l'urgence à tout prix et à retrouver le sens du temps long. Remontons un peu le temps, Hélène, et imaginons que cet événement ait été organisé en juin 2019. Comment pensez-vous qu'il aurait été accueilli ? Aurions-nous déjà été ouverts à l'invitation à re-questionner notre rapport au temps, à l'invitation même, avant même de le re-questionner, à en parler ? Écoutez, moi j'étais en plein dans la fin de mon manuscrit sur l'éloge du retard. Donc j'avais été tout à fait questionnée par cette question depuis un certain temps. Mais évidemment, je ne pouvais pas imaginer que mon livre trouverait cette actualité, puisque quelques semaines après sa parution, on était confinés. Et que ce qui nous semblait, c'est plutôt ça pour moi qui a été stupéfiant, ce qui nous semblait inamovible, c'est-à-dire cet état de la temporalité saccadée, frénétique d'une course folle dont on ne pouvait pas s'extraire et qui nous semblait aussi immuable qu'une loi de la nature, quand on nous disait mais il faut que ça change, c'est pas possible, on disait c'est pas possible, et là, oh surprise, au même moment que le livre paraissait, toute une partie de la Chine s'arrêtait, c'est-à-dire de cet univers de la course folle où il n'y a même pas de samedi et de dimanche. À Rouen, tout s'arrête, et c'était notre cas. Donc 2 mois après, avec évidemment toute la partie du monde, enfin toute une partie du monde, la moitié quand même au printemps 2020, la moitié de l'humanité confinée, et confinée complètement, c'est-à-dire les activités économiques à l'arrêt, avec des régimes temporels extrêmement différents, puisque évidemment un certain nombre d'entre nous étaient soumis à une pression inégalée. Je parle de tout le personnel hospitalier. Eux, alors c'était pire encore que jamais, mais pas tant pour la productivité, plutôt pour essayer de lutter contre la maladie et la mort. Et puis les autres, pour certains, à l'arrêt. Et notamment tous ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, se sont retrouvés là, arrêtés, devant un temps vide, passés de la course folle à l'arrêt. Et puis aussi beaucoup, tous ceux qui ont basculé sur le régime numérique, qui d'abord, plein d'illusions, ont cru que plus de transport, à la maison, on allait pouvoir avoir une vie un peu plus douce, avec ses enfants. Et puis, on avait le temps de faire le ménage, de faire la lessive, etc., de se faire des bons petits plats. Et puis, oh surprise, ça a été une course folle, pire encore que ce qu'on avait
quand on était obligé de prendre le métro ou sa voiture et qu'on pouvait au moins écouter la radio et des chansons. Encore pire, car le télétravail, c'est ça, la suppression de tous les intervalles vides. Et donc, pour certains qui imaginaient des sortes de vacances, ça a été l'enfer et une frénésie encore plus grande. Donc voilà au milieu de quoi je suis tombée, alors que je réfléchissais sur cette question du temps, j'étais alertée par cette intensification des rythmes temporels depuis plusieurs années, et ça m'avait décidé d'écrire ce livre pour promouvoir en quelque sorte le retard, ou au moins déculpabiliser du retard qu'inévitablement on prend quand on est soumis à une pression temporelle hors pair. Je suis une endémique retardataire. C'est même pas tellement que j'ai 5 minutes de retard, ça m'arrive assez fréquemment, mais c'est plus existentiel que ça. C'est-à-dire, j'ai quand même fait à peu près toutes les choses dans ma vie en retard. Pourtant, je n'étais pas une enfant en retard. C'était pour les apprentissages, tout allait bien. J'étais même plutôt en avance. Mais dans ma vie, j'ai passé certaines étapes un peu tardivement, pas mal d'étapes un peu tardivement. Et donc, ça m'a interrogée. Pourquoi ce besoin de retard? Parce que quand même, il faut voir que ça, une chose comme ça vous tombe pas dessus. Vous êtes un peu artisan. Pourquoi est-ce que j'avais eu besoin, moi, de prendre du retard? Ça, déjà, ça m'avait questionné. Ensuite, il y a eu, bien sûr, tous les témoignages que j'avais. Et puis, de me rendre compte que depuis quelques années, je dirais une vingtaine d'années, ça s'est encore accéléré. Déjà, ça on sait par l'histoire, la sociologie, que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'évolution technologique a fait un bond que l'humanité n'avait jamais connu, je crois, même s'il y avait eu déjà des périodes d'accélération dans l'humanité, comme la révolution néolithique, l'agriculture, la métallurgie, la sédentarité, tout ça, c'était déjà une formidable accélération. Mais ce qu'on a connu depuis maintenant 70 ans, c'est hors pair, ça n'a jamais existé. Donc on est tous pris dans cette accélération, et puis dans les vies mêmes, dans la conception de l'éducation, dans la façon d'élever les enfants, d'occuper les enfants, on s'est rendu compte que tout allait de plus en plus vite, et il fallait occuper tous les moindres intervalles de temps. C'est-à-dire qu'on avait un rapport au temps qui était même plus la gestion du temps, mais qui était employer toutes les parcelles de temps, la rentabilisation du temps. Alors là, je me suis rendu compte de ça aussi par mes patients, que je suis psychanalyste, donc je vois bien la difficulté parfois pour caser un emploi du temps, une séance de psychanalyse. Je vois ce que les gens me racontent. J'ai vu aussi la généralisation des burn-out, cette forme de dépression tout à fait étonnante, tout à fait pas dans les normes habituelles de la dépression, donc quelque chose qui en plus est occasionné par le travail. J'ai vu aussi que les gens qui venaient traditionnellement en analyse pour parler des affaires personnelles, généralement affectives, de la famille, de la façon dont ils avaient vécu leur enfance, eh bien, pour la première fois, on a vu arriver des gens en analyse qui venaient à cause du travail, pour les questions de travail. Ça, c'était très nouveau, et notamment ce sentiment d'être harcelé par la pression temporelle. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que, vous savez, comme souvent, un livre en entraîne un autre. Mon livre précédent, celui sur le retard, portait sur la haine. Et en travaillant sur la haine, je me suis rendu compte, en lisant des témoignages, que de nombreux jeunes djihadistes alléguaient comme cause l'ennui dans lequel ils se trouvaient. Et généralement, c'est très mal compris, parce qu'on dit l'ennui, oh les pauvres petits, on va les occuper, on va vous trouver du travail, etc. C'est-à-dire que l'ennui, ça semble à une sorte d'état d'âme capricieux, et c'est pas du tout pris au sérieux. Et effectivement, si on comprend que l'ennui, c'est ça, une sorte de gouffre entre cet état d'âme et puis une bascule dans la volonté de tuer des gens et de se tuer, c'est-à-dire la haine absolue. Alors, on ne comprend pas si on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'ennui. Parce que l'étymologie de ennui, c'est haine. Et haine de quoi? Mais haine du temps. C'est-à-dire l'ennui, c'est la haine du temps. Et c'est la haine du temps au sens de l'époque. Ça, on le trouve dans le djihadisme. C'est la haine du temps
aussi de la temporalité elle-même. On sait très bien quand on s'ennuie, on veut tuer le temps. On est assassin du temps. On ne supporte pas le temps ne passe pas. On est là, l'horloge, quoi, c'est encore la même heure. L'heure n'est pas passée. Le temps devient réellement un ennemi. Et donc ça m'a fait réfléchir parce que je me dis, si on met bout à bout ces deux phénomènes, cette espèce de frénésie dans laquelle on se trouve, qui est grisante, même à certains moments, et l'ennui, et bien finalement, on a quelque chose d'assez cohérent parce que on peut se demander si c'est pas par peur de l'ennui qu'on court comme on court, qu'on est esclave volontaire de cette course folle où on s'oublie, on oublie le temps. Peut-être que dans cette course folle aussi, ce qui nous arrange, c'est que nous aussi, on déteste le temps. Et là, dans une certaine mesure, le confinement m'a confirmé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont très bien parlé de l'ennui. De ceux, par exemple, des professions libérales qui ne pouvaient pas travailler, et des professions libérales qui ne peuvent pas travailler en télétravail. Et là, je sais pas, moi, des kinés, des pédicures, etc. Ces gens-là, ils ne vont pas faire de consultation par Zoom. Et l'ennui a pu être saisissant. Vous savez, il y a des gens qui s'ennuient tellement qu'ils ne peuvent même plus regarder une série. C'est-à-dire qu'il y a tant que on peut se divertir de l'ennui, regarder une série, se plonger dans un roman, etc., on ne s'ennuie pas. Le vide n'a pas gagné. Une fois que le vide a gagné, qu'on est aspiré par le vide, plus rien ne peut, en quelque sorte, distraire du vide. Et on peut bien voir des amis, on s'ennuie avec les amis, on peut regarder une série, on s'ennuie devant la série, etc. Quand l'ennui gagne, eh bien, on est entièrement voué à cette haine de la temporalité. Donc voilà, si vous voulez, tout ce que j'avais en tête quand je me suis mise à écrire sur le retard, qui m'a paru évidemment de manière un peu provocatrice, comme une solution pour se réinstaller dans la temporalité. Oui, j'ai bien aimé, j'ai bien compris le côté provocateur. Moi, je parle de résistant TEMPS. Voilà, parce qu'il faut vraiment, comme s'il fallait vraiment sortir le frein à main pour... Oui, il y a ça, où il y a des manœuvres, vous voyez, plus tranquilles et plus invisibles, comme prendre un petit peu de retard. C'est si vous sortez le frein à main, vous savez, vous pouvez prendre le coup de bâton aussi, puis vous prenez le coup de bâton. Tout le monde ne peut pas quand même se prendre le coup de bâton, ça peut faire très mal, certains s'en remettent pas, restent à terre. Tandis que moi, vous voyez, ces petits décalages de retard, ni vu ni connu. Vous savez, je donne même des conseils. Vous avez terminé votre travail en avance, surtout ne dites rien. Vous pouvez même faire croire que vous êtes un peu en retard. Parce que si vous dites que vous êtes en avance, on va vous donner un autre boulot, parce qu'on a peur du vide. Et c'est sur la peur du vide qui gouverne. Les managers ont très peur du vide de leurs employés, des fois qu'ils iraient se syndiquer ou autre chose, ou penser à la politique. Bon. Non. Donc on va vous filer autre chose. Tandis que si vous dites « j'ai pas fini », oh là là, je suis même un peu en retard. Tranquille. Ne jamais finir en avance. J'entends le titre « Éloge du retard » et moi je me suis dit « Tiens, mais pourquoi pas éloge du temps présent ?» Ce qui est aussi une façon de se reconnecter en fait à ses propres besoins. Oui, mais alors moi, sur le présent, évidemment, j'adore le présent parce que c'est la présence. Mais en même temps, si on fait bien attention à ce qu'est la présence et le présent, vous savez, on n'est jamais complètement 100% au présent. Je veux dire que là, l'autre jour, quand je suis arrivée ici à ce festival, vous vous rappeliez qu'on était à la prairie du Canal à Bobigny, un endroit magnifique. Là, on est dans une serre avec des plantes qui poussent. Quand je suis arrivée l'autre jour, en ayant longé non pas le canal, mais la nationale, j'ai eu des flashbacks parce qu'il y a plus de 20 ans, il y a 20 ans, j'ai enseigné ici à Bobigny, un peu plus loin, derrière les locaux de l'ancienne illustration, de l'ancien journal Illustration, dans des préfabriqués. Et donc, j'avais des flashbacks. En plus, j'avais les panneaux qui indiquaient la direction de la ville de Meaux, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, où habitaient mes parents. Et donc, voilà, d'un coup, j'étais ici, au présent. Vraiment, je pense que les gens qui m'ont rencontré là n'ont pas du tout pensé que j'étais aussi j'avais un petit bout de pied dans mes souvenirs, et que c'est ça aussi qui fait le présent. C'est aussi délicieux
d'activer un petit peu de souvenirs. Puis on a toujours un peu des projections dans l'avenir. Donc le présent, vous voyez, c'est un peu un appui qu'on prend sur le passé, et puis toujours un petit peu une prévision de l'avenir. Alors je suis d'accord qu'il ne faut pas anticiper ou s'enfermer dans le passé, nous sommes d'accord. Mais simplement que les moments de la temporalité ne sont pas étanches les uns aux autres. Voilà pourquoi, bon, personnellement, je ne reprends pas cette idée de vivre au présent, qui, bon, est celle d'Épicure. Mais vous savez, Épicure, c'est pas du tout la délectation douce que l'on présente. Hein. C'est une philosophie extrêmement exigeante, extrêmement difficile. Et on voit très bien en lisant Épicure que pour vivre au présent, il faut faire toutes sortes d'exercices pour ne pas croire au temps. Et des exercices matérialistes, des exercices de pensée, des exercices conceptuels, c'est une ascèse de vivre au présent. Et la psychanalyse, elle n'a pas cette volonté ascétique. Vous voyez, ce livre n'est pas un livre de psychanalyse, plutôt un livre de philosophie, mais moi je ne sépare pas les deux pour moi-même, et je tire aussi un certain nombre de leçons de la psychanalyse pour la philosophie. C'est-à-dire, je ne me situe pas dans une optique de maîtrise. Quand on vous dit « vie au présent », eh bien, on vous enjoint à une forme de maîtrise de la temporalité. Vous voyez, sous couvert de bonnes intentions, aujourd'hui, notre rapport au temps, il est pris dans des injonctions nouvelles et des nouvelles normes. Vie au présent, profite du moment présent, prends soin de toi, repose-toi. Toutes choses qu'on n'atteint absolument pas par le commandement. Mais au contraire, on se repose quand on laisse tomber les commandements, quand on laisse tomber les injonctions. Donc, vous voyez, sous couvert de bonnes intentions, parfois on fait exactement le contraire de ce qu'on voudrait promouvoir. Tandis que le retard, c'est tout à fait tranquille. D'abord, l'éloge du retard, ça veut dire cessons d'avoir la hantise du retard. Parce que je vois tellement de gens qui se hâtent par peur d'être en retard. Résultat, leur vie est un enfer. Et alors là, effectivement, ils vivent toujours dans l'anticipation. Il n'y a plus aucune présence à soi. Hein. Donc, ne plus avoir la hantise du retard. Et puis, se permettre surtout, voilà, des petits intervalles, des moments de surprise, des moments où on s'attarde justement sur quelque chose, où on ne compte pas le temps. L'autre jour, je suis arrivée en retard. Oh, ça m'arrive de temps en temps, moi-même beaucoup. Et là, j'ai préparé mon argument parce que j'avais rendez-vous avec mon prof de piano. Et je lui ai dit, mais tu sais, si je suis en retard, c'est parce qu'en fait, je suis une personne de très optimiste. Ouais. Et je lui dis, parce que je t'assure, il y a vraiment des études qui ont été faites et qui ont démontré que les retardataires étaient davantage enclins à l'optimisme et qu'ils étaient en meilleure santé. Ah, je ne connaissais pas ces études, mais je suis ravie parce que ça va tout à fait dans mon sens, parce qu'effectivement, je crois que pour être optimiste, hein, pour voir le meilleur, il faut cesser justement de vouloir tout maîtriser et s'abandonner un petit peu, ce qui ne veut pas dire être passif devant l'existence, pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, moi je ne suis pas pour les solutions radicales, je dis un petit peu. Hein, un petit peu savoir que c'est le temps qui nous mène, c'est le temps qui nous gouverne, qu'au fond, sur le temps, on n'a pas de pouvoir, c'est toujours lui qui nous emmène, et qu'il y a de la perte, il y a de la perte. C'est ça, le retard. Ce que j'aime bien dans le retard, c'est que c'est un ratage, il y a quelque chose de raté. Voilà. C'est raté, il y a quelque chose qui est raté, qui entraîne parfois d'autres ratages. Mais justement, ça nous rappelle que le ratage, il est inévitable dans l'existence et qu'il faut qu'on puisse symboliser la perte, le négatif, que ça fait partie de la vie. C'est ça aujourd'hui qui est très subversif, c'est qu'on n'accepte pas cette perte. Hein. Parfois, c'est très embêtant d'être en retard. Il y a quelque chose qui a été perdu inévitablement. Ne serait-ce que la bonne humeur de celui qui nous accueille et qui, au lieu d'être content, est furieux. Mais il y a quelque chose de perdu. Mais en même temps, ça nous rappelle que la perte, elle est essentielle dans l'existence, qu'il faut faire avec. C'est difficile de lâcher prise. Là, on parle aussi beaucoup de lâcher prise, parce qu'on est vraiment dans le contrôle. Oui, un peu trop.
Et maintenant, c'est vrai que, bon, lâcher prise, c'est comme se reposer, profiter, etc. Bon, ça se commande pas. C'est justement ces états optimaux qu'on atteint quand on les cherche pas, comme dit Romain Graziani dans l'usage du vide. Hein, c'est-à-dire que quand on cherche à se reposer, quand on cherche à être à l'aise, etc., bah, justement, on n'y arrive pas et on introduit une tension supplémentaire. Donc, je crois que surtout, il faut se laisser un peu tranquille. Hein. Et si on lâche pas prise, tant pis. C'est bien. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Dany Laferrière, L'art presque perdu de ne rien faire. J'essaye de pratiquer le ne rien faire. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est pas simple. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire rentrer petit à petit dans mon quotidien en prenant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Il faut se rééduquer. Il faut se rééduquer parce que vous voyez, cette forme de contrôle dont on parlait prend cette allure surtout du remplissage. Le contrôle, il est différent selon les époques. Vous voyez, pour nous, le contrôle, c'est le remplissage. Mais il y a eu toute une époque, par exemple, au Moyen-Âge, où le contrôle, c'était de ne rien faire, justement. Hein, surtout de contrôler les autres, hein, de dominer et de faire travailler les autres. Hein, c'est l'éthique aristocratique, hein, de ne rien faire. On ne peut pas non plus vouloir y revenir, parce que c'est aussi faire aux autres. Hein. Mais je vois bien ce que vous voulez dire, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt le remplissage. C'est-à-dire que quand on a 5 minutes de vide, on se dit, oh là là, je pourrais en profiter pour étendre une lessive, je pourrais en profiter pour faire un gâteau, etc. Bref, il y a quelque chose du remplissage du temps qui est effrayant. D'ailleurs, vous parliez du confinement tout à l'heure. Dans les premiers jours du confinement, mais j'étais ulcérée. Parce que j'entendais tous les médias, y compris les meilleurs, ceux que je préfère, etc., nous proposer toutes sortes de choses passionnantes, des livres, des films, des opéras. C'est très bien, on peut voir des opéras en ligne gratuitement, le théâtre des Champs-Élysées, pour peu qu'on avait acheté des places dans l'année, j'ai vu des opéras gratuits tous les samedis. C'est génial, sauf que l'idée qui gouvernait ça, c'était le remplissage. Voyez, les gens vont s'ennuyer, il faut remplir. Alors que non, vraiment, ce qu'il faut, enfin, la différence, à mon avis, très importante, c'est la différence entre la structure et le remplissage. Parce que moi, je ne suis pas pour ne rien faire dans l'absolu. Ça, c'est effectivement, c'est le maître de l'Antiquité, le maître du Moyen-Âge. Eux, ne rien faire, hein, le lento aristocratique, disait Nietzsche. Mais non, faire des choses, moi, j'adore ça. Et je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, d'ailleurs. Hein. Mais pour avoir de l'énergie, il faut aussi se ressourcer dans cet intervalle vide. Hein. C'est structurer son temps. Et effectivement, se rééduquer, comme vous dites. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et là, on respire. Je pense que la vogue actuelle de la méditation, que je ne pratique pas personnellement, mais elle vient de ce que, au moins, on a un prétexte pour ne rien faire. Quand les gens disent « je médite », on leur fout la paix. Tandis que s'ils disent « non, écoutez, j'ai 5 minutes et je fais rien », on dit « mais non, attention, on les voit tout de suite plonger dans la grande délinquance. » Enfin, non, il nous faut nos petites délinquances à ne rien faire. Et moi, je vous assure, hein, si vous voulez quelques trucs encore, il m'arrive de mentir. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça. Ah non, mais là, je suis trop occupée, j'ai trop de choses à faire. Et je me mets sur mon balcon pendant 1 heure, à vaguement bouquiner. Voilà, bon, à ne rien faire. Hein. Mais comme moi, je ne médite pas, je ne peux pas dire je médite entre 9 et 10. Hein. Donc, je dis, je suis désolée, mais je suis occupée. En fait, je suis occupée avec moi-même. Voilà, occupée à ne rien faire. Ah oui. Eh ben, s'il fait très beau et que je sais que je dois pouvoir être sur une terrasse toute seule à regarder la mer et qu'on me propose un dîner au même moment, je vous promets qu'il m'est arrivé. Alors, je suis obligée de raconter un bobard. Parce que si je dis, ben non, je voudrais être sur ma terrasse en train de regarder la mer, on dit, oulala, elle est en dépression grave, au secours, il faut la sortir de là. Mais non, vous voyez. Et ça, c'est purement de l'idéologie, parce qu'au contraire, moi je vous dis, ça c'est une histoire vraie. Tu arrivais de mentir, et des gens que j'adorais. C'est pas du tout pour éviter un guet-apens.
Mais je pouvais voir à un autre moment, là, le coucher de soleil sur la terrasse. Moi, je suis désolée, c'était ce jour-là et pas un autre, parce qu'après, je partais. Et donc, hors de question que je le rate. Hein. Parce que moi, je sais que là, j'ai le sentiment du temps. Là, j'ai le sentiment de ma vie. Là, j'ai ce rapport créatif au temps dont parle le psychanalyste Donald Winnicott en disant ce qui nous donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ce qu'il appelle la créativité. C'est pas la créativité, c'est pas faire un chef-d'œuvre, c'est comme ça. Savoir qu'il y a des moments où on sent sa propre vie. Et que ces moments-là, ils sont hyper importants parce que tout ce qu'on peut attendre d'une vie, c'est quand même minimum de la sentir un petit peu. Est-ce que vous pensez que vos étudiants, justement, sont prêts à vivre des rythmes plus vertueux ? Je pense qu'en philosophie, les étudiants sont plutôt prêts à éprouver cela, je pense. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer, ils sont pris aussi dans le discours actuel, dans le discours de l'autre. Chacun doit faire sa propre expérience. Vous savez, la question que vous me posez concernant les étudiants, c'est aussi la question de tous les parents. Vous voyez, quand on a envie de transmettre à ses enfants ce qu'on pense, la vie qui nous paraît la plus juste, mais nos enfants, ils vivent aussi dans la société, donc ils entendent d'autres discours, ils sont victimes de ces autres discours. Parfois, ça nous rend malheureux, mais en même temps, il faut se consoler en disant que c'est pire si on réussit à fermer sa maison de telle sorte que dans sa maison, il n'y ait qu'un discours, celui qu'on tient à ses enfants. En fait, c'est beaucoup plus grave. Il vaut mieux qu'ils fassent leur chemin tout seuls. Donc, mes étudiants, je pense que ceux qui s'inscrivent à mes cours, à l'université, ils ont le choix. Donc, ceux qui s'inscrivent à mes cours, je crois, sont prêts à entendre ce que je dis, mais ils sont pris aussi dans autre chose et ils auront aussi leur propre chemin à faire. Vous voyez, typiquement, un exemple, bon, je ne donne pas de nom, mais l'année dernière, donc dans mon séminaire de master sur les modes de vie, un étudiant a composé un travail sur la vieillesse, mode de vie, la vieillesse comme mode de vie quand on est âgé, comment vit-on quand on est âgé. Et son devoir, qui était donc parfaitement congruent avec ce que j'essaye de leur enseigner, néanmoins, commençait par cette phrase « 60 ans, l'âge officiel d'entrée dans la vieillesse ». Et là, vous voyez comment ça se loge, c'est-à-dire que le même qui était tout à fait favorable à un épanouissement de la temporalité, en même temps, il est pris dans cette sorte de hâte qui fait que 60 ans, oui, c'était l'entrée dans la vieillesse peut-être 18e siècle, au 19e siècle, mais ce n'est plus ça maintenant. Et voilà, le même était pris dans ce discours de frénésie temporelle qui fait que pratiquement aujourd'hui on peut ouvrir les EHPAD à des gens de 61 ans, quoi. Et alors que vous voyez, moi j'ai 62 ans, je crois être quand même plutôt avoir pas mal d'énergie. Mais ça va tellement vite qu'aujourd'hui, la vie, elle se fait entre 25 et 40 ans. Et voilà pourquoi je blâme pas mes étudiants, parce qu'eux, ils ont affaire quand même à ce discours-là, à ce réel-là, où il faut qu'ils se dépêchent. Avant 25 ans, ils n'ont pas d'expérience. 25 ans, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Et à 40 ans, c'est fini, on est mis à la poubelle. Et à 60 ans, on entre dans la vieillesse. Donc voilà, ce régime temporel, la vie va de plus en plus vite. On peut vivre de plus en plus longtemps, mais on n'est pas pendant 40 ou 50 ans, quoi. C'est ça. Épuisé, est complètement épuisé. Donc le discours, il a une prise. Il faut qu'on soit juste un peu critique et savoir que ça entrera dans les oreilles de ceux qui sauront l'entendre. Ouais. Espérons qu'on puisse se faire entendre. Moi, j'invite tout le monde à trouver son bon tempo, voilà. Justement. Exactement, j'aime beaucoup votre expression de bon tempo. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai pas lu le livre de Dany Laferrière, mais ça fait partie de ces livres que je veux lire parce que c'est un personnage extraordinaire qui nous transmet aussi une forme de sagesse, du bon tempo à l'écriture créole aussi, de cette créolité dans l'écriture qui est tout à fait passionnante. Et le bon tempo, c'est ça, c'est peut-être aussi une forme de créolisation du temps. Ouais, j'aime beaucoup ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast, ou sur ma page Facebook, Le Bon Tempo, et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Qu'allez-vous commencer à mettre en place ? Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast.